Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de la revue des grandes unes avec nos invités déjà bien en place. Mais avant de leur donner la parole, revisitons justement les grandes unes des journaux ce matin avec tout d'abord la nouvelle expression qui cite ce matin sur la crise anglophone. La crise anglophone et des sécessionnistes qui veulent se déporter du côté de l'Ouest selon des sources concordantes, nous rappelle la nouvelle expression. Ceux-ci menacent de s'attaquer à Fongotongo si les populations de cette localité de la région de l'Ouest ne coopèrent pas. Le journal rappelle que il y a de cela quelques jours, ces assaillants sécessionnistes ont investi un coin de Fongotongo où se déroulait une cérémonie funéraire et ont menacé les populations de ce côté-là d'intervenir ou de les frapper si celles-ci ne coopéraient pas en donnant des renseignements importants dans le cadre de leur lutte. Joint au téléphone, selon la nouvelle expression, l'un des responsables de ce village fait savoir qu'il n'y a pas eu de véritable incursion de ces derniers dans leur village, mais tout simplement que les nombreux coups de feu entendus ont été faits dans une localité voisine, cette fois dans le sud-ouest, dans le département du Lébialem. Mais il y a cette menace, selon le journal, a été prise très au sérieux puisque le gouverneur Hawa Fonka Augustine de la région de l'Ouest a donc décidé de sécuriser la frontière entre le sud-ouest et l'ouest en envoyant les éléments de plusieurs corps de l'armée. Question de Paris à toute éventualité. La nouvelle expression qui nous parle aussi ce matin de sénatorial 2018. Comment les électeurs ont voté, l'opposition qui dénonce l'absence du bulletin unique et les résultats publiés dans les bureaux de vote qui indiquent que la discipline du RDPC n'a pas toujours été respectée, puisque le journal fait savoir que dans certaines localités, des conseillers municipaux du RDPC ont voté pour d'autres partis. Le journal Info Matin parle de sénatorial, tout aussi ce matin, sénatorial 2018, comment Laurent Esso a joué à Yabassi sur la conduite du patron politique du RDPC pour le littoral. Le parti au pouvoir a réussi l'exploit de retourner les conseillers municipaux de l'UFP. Récit d'une victoire collective à lire à la page 3 du journal Info Matin. Le journal qui décrit comment Laurent Esso a mis en branle la machine RDPC pour renverser donc la tendance dans ce département d'UNCAM, un département à majorité UFP, mais il y a des conseils municipaux UFP qui ont réussi à être convaincus de voter pour le RDPC dans le cadre de ces sénatoriales. Zone de libre-échange continentale, l'aubaine de la diversification économique, sur haute instruction du président de la République, le ministre des Finances, Louis-Paul Mutazi a paraphé à Kigali au Rwanda le texte créant un marché commun en Afrique, nous rappelle le journal ce matin. C'était tout simplement la semaine dernière. Le quotidien de l'économie ce matin parle des projets chinois qui coincent dans notre pays. Le journal qui rappelle donc qu'ils sont lancés depuis plusieurs années pour certains, d'autres s'inscrivent dans le cadre de la loi portant sur les incitations aux investissements privés d'avril 2013, mais leur mise en œuvre piétine quand ils ne tardent pas tout simplement à sortir de terre, nous dit le quotidien de l'économie qui ce matin revisite donc quelques-uns de ces projets bloqués jusqu'ici depuis des années. Le journal qui parle aussi d'agro-industrie, des incitations pour la transformation locale du cacao, à lire donc à la page 7 du quotidien de l'économie de ce matin. Mutation parle de sénatorial et notamment de la région du Nord-Ouest et s'interroge pourquoi le RDPC a perdu. Le journal croit savoir alors qu'il détient la majorité des conseillers municipaux dans cette région, le parti au pouvoir a été tout simplement dévancé par le Social Democratic Front, un désaveu pour l'élite locale dans le contexte de crise anglophone, nous dit Mutation. Ce matin, Cameroun Tribune s'intéresse au couple présidentiel. Paul Biya de retour, nous dit le quotidien gouvernemental qui rappelle que le président de la République, qui a accompagné la première
première dame Chantal Biya a regagné Yaoundé hier soir à l'issue de son éclatante visite d'État de 3 jours en Chine, à lire donc dans les colonnes du journal Cameroun Tribune ce matin. L'éditorial et surtout les leçons de cette visite que tirent les envoyés spéciaux du journal Cameroun Tribune. Et on va évoluer avec le journal Le Popoli qui parle de magouille dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun, avec donc les différentes sélections qui pourraient voir de nouveaux hommes être installés. Et surtout, le journal s'intéresse à Bidoum Fils qui signe sur l'infirmerie des Lions indomptables du Cameroun. Camer Presse parle de l'ambassadeur de France qui était du côté de Lompangar, qui a donc visité ce barrage en construction. Et enfin, le journal Le Jour, lui, s'intéresse au portrait des nouveaux présidents, des nouveaux prisonniers du président. Et il y a entre autres, on peut voir donc à la une, quelques-uns de ces prisonniers du président, avec notamment Basile Atanganakuna, Max Wanjaïti, Bruno Bekolo Egbe, entre autres donc, qui figurent parmi ces nouveaux prisonniers du président qui se trouvent du côté de la prison centrale. Donc Kondengi, le journal qui parle aussi de la sénatoriale avec Elekam qui corrige ces chiffres. Voilà donc pour la revue de ces grandes unes. Sur ce plateau, ils sont bien en place. Casimir Désiré Tagné, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Martial, bonjour Kaminele et un bonjour spécial au chef de l'État, le président de la République qui est de retour de la Chine après sa visite. Je crois que c'est l'une des rares fois où on voit le président de la République, après une visite d'État, retourner immédiatement dans son pays. Cela n'est pas, on n'a pas coutume de voir ça et j'ai l'impression que cela présage de beaucoup de choses qui vont se passer, beaucoup de chamboulements attendus dans le sérail ces jours-ci, surtout que l'opération Épervier a repris du poil de la bête. Voilà. Et bonjour à vous, Camille. Eric Martial, bonjour. Bonjour Casimir Désiré Tagné, bonjour téléspectateurs d'Equinox et bonjour à tous les candidats à toutes les listes du RDPC pour le compte des sénatoriales qui, au vu des premières tendances, ayant obtenu 100% ou 99%, sont déjà assurés d'être des sénateurs. Voilà, et on le dit, félicitations. Félicitations. Et on va démarrer justement avec les sénatoriales et les journaux qui titrent ce matin, notamment sur la région du sud-ouest avec un focus, un zoom sur cette région du nord-ouest pour être plus précis. Mutation, par exemple, s'interroge pourquoi le RDPC a perdu dans cette région du nord-ouest. On va noter que la nouvelle expression, elle donc décrit ce matin comment les électeurs ont voté, avec aussi un point d'honneur fait sur cette région du nord-ouest. C'était une région très attendue selon vous, Camille? C'est une région très attendue, mais vous savez très bien que dans cette région-là, cette région fait partie du fief du SDF. Le RDPC avait déjà réussi l'exploit de s'implanter, alors que dans les années 92, 13, 14, 15, 16, c'était un bastion inexpugnable du RDPC. Grâce justement à des gens comme Paul Tangandji, le RDPC a réussi à mettre un pied, puis deux pieds dans la région du Nord-Ouest. Et il n'est donc pas surprenant que le SDF ne perde tout de même pas dans son fief, que ce soit dans la Mézam, que ce soit du côté de Kumbo, que ce soit du côté de Bamenda. Non, ça aurait été surprenant que le SDF perde tout de même. Et le journal constate, ou notamment Mutation, s'intéresse au fait qu'il y avait un nombre important de conseillers municipaux issus des rangs du RDPC, mais la tendance est que ces derniers ont voté pour le SDF en bonne partie. Certains ne se sont peut-être pas déplacés, tel que rapporte le journal, mais au finish, alors que l'on se serait attendu à une victoire du RDPC, eh bien, c'est l'inverse, d'où ces titres et ces focus des journaux sur cette région. Il faut regarder la marge. La marge est quand même assez mince. Ce n'est pas une marge écrasante comme on le trouve dans certaines autres régions. La marge est infime. Elle est à peine de 3 ou 4%. Mais toujours est-il que ce n'est toujours pas surprenant
qu'on puisse trouver des militants du RDPC ou des conseillers municipaux du RDPC qui aient pu retourner leur veste à la dernière seconde, compte tenu du climat qui prévaut dans toute cette région. Casimir, des leçons à tirer de ce vote, de cette sénatoriale dans cette région du Nord-Ouest au regard des titres des journaux? Oui, je crois que justement c'est ce que vous veniez de dire là qu'il faut faire remarquer, hein, Eric, parce que le Nord-Ouest a en majorité les conseillers municipaux du RDPC. Il faut le relever. Et c'est ces conseillers municipaux du RDPC qui ont voté pour le SDF. C'est ça ce qu'il y a à remarquer. Mais il y a des leçons à tirer justement. Le RDPC paye là le prix de sa politique, de la mauvaise politique de la gestion de la crise anglophone. C'est ça, c'est clair. Et vous savez que depuis que cette crise a éclaté, on n'a pas vu des bonnes mesures, on n'a pas vu le RDPC implémenter le dialogue tant attendu. On n'a pas vu le RDPC donner le ton de ce qu'on attend pour que l'apaisement soit du côté du Nord-Ouest. Pour vous, c'est un vote sanction? C'est pratiquement un vote sanction. Par les conseillers RDPC qui sont des natifs du Sud-Ouest. Il faut relever du Nord-Ouest. Parce que être conseiller municipal ne les empêche pas d'être natifs du Nord-Ouest. Donc, ils ont voté. Je crois que c'est le cœur qui a parlé. Ils ont voté selon leur cœur. Ils ont voté selon leurs aspirations et selon ce qu'ils veulent pour leur région qui est le Nord-Ouest. Donc, cela ne me surprend pas. Et d'ailleurs, c'est la seule région au Cameroun sur 10 où le SDF peut avoir l'espoir d'avoir 6 voix, c'est-à-dire 6 sénateurs. 6 sénateurs, ça fera 6 sénateurs sur 70. La marge est infime. Ça ne fait même pas, en attendant les nominations, c'est vrai, mais ça ne fait même pas encore un groupe parlementaire. Parce que vous savez que pour avoir un groupe parlementaire, il faut avoir une marge d'au moins 15 sénateurs. Donc ils sont actuellement à 6 sénateurs. Il ne fallait pas quand même que le RDPC rafle toute la mise dans tout le Cameroun. Je crois qu'il fallait au moins que là-bas, vous allez me demander pourquoi ce n'est pas la même chose dans le Sud-Ouest. Justement, le Sud-Ouest a autre chose de particulier. Le Sud-Ouest a des sénateurs sortants, comme le chief Moukete, qui a fait des grandes sorties ces derniers temps, et dont il fallait qu'il joue sa partition, il fallait qu'il démontre que, en dehors des sorties qu'on a vues du côté des grands journaux comme Jeune Afrique, où il a fait des sorties pour dire qu'il promeuvait le fédéralisme et condamnant vertement la politique du chef de l'État, il fallait donc qu'il mène campagne pour que sa région montre ses accointances avec le parti au pouvoir. Donc, il y a une différence entre le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Camille. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi comprendre que le RDPC, qui est le parti au pouvoir, qui est le maître d'œuvre de l'élection, sait très bien que il serait indécent qu'il rafle 100% des sièges. Vous ne savez pas, vous ne savez rien des tractations de coulisses qui ont pu se passer pour que certains partis puissent au moins être représentés d'une manière ou de l'autre. Donc, moi, je pense que cela fait partie du jeu de l'élection, parce qu'une élection, c'est un jeu. C'est le jeu démocratique et on ne saura jamais. Vous vous souvenez très bien que lors de la dernière mandature, c'est le RDPC avait donné des consignes de vote pour qu'on vote que les conseillers municipaux RDPC votent pour le SDF. Donc moi je pense que cela participe du jeu, c'est un jeu d'équilibre et que les gens ne se posent pas trop de questions pour savoir à tel endroit pourquoi le RDPC a pu perdre alors qu'il avait la possibilité de gagner. Moi je dis tout simplement que regardons seulement, on va voir la coloration définitive. Après c'est à pouvoir qu'on verra que bien évidemment la grosse part du gâteau se reviendra. Et le journal Info Matin, lui dit clairement que voilà, au regard de l'implication, au regard de l'engagement des uns et des autres au sein du RDPC, le parti est bien parti pour remporter tout au moins 4/5 de la mise pour ces sénatoriales. Alors je voudrais qu'on s'intéresse à l'angle pris ce matin par la Nouvelle Expression qui dit comment les électeurs ont voté. L'opposition qui dénonce l'absence du bulletin unique. C'est une récurrence finalement, une rhétorique au sein de l'opposition. C'est passé et déjà le temps des pleurs ou des dénonciations a commencé. Ben, il ne faudrait pas que ces dénonciations aient un effet fatigue.
C'est-à-dire que dénoncer pour dénoncer, l'État avait et les CAM avaient le choix entre le bulletin unique et ce que l'on a vu. Et moi, je pense que ces candidats du SDF qui aujourd'hui disent que ça aurait été le fait d'avoir un bulletin unique qui aurait permis à l'État de faire des économies. Oui, ça peut peut-être tenir la route, mais le choix du mode appartient toujours à l'organisateur, moi je pense. C'est tout comme j'ai entendu, il y a des jérémiades sur des, comment on appelle ça là, des caméras de surveillance qu'on aurait vu dans à Bangui. Avec lui, mais les gens oublient que cette zone du pays est une zone particulièrement trouble, où les caméras de surveillance sont là justement pour avoir un aperçu de tout ce qui se passe. Et en cas... Pas dans un bureau de... Non, mais écoutez Éric Martial Diomon, je dis en cas d'agression, en cas d'attaque, vous dites qu'il y a quels éléments? Moi, je ne pense pas que cette caméra soit incongrue dans une zone où il y a justement toujours des menaces d'attaque et des menaces armées. Moi, je pense que il ne faut pas voir les choses tout simplement en se disant que ces caméras sont là, étaient placées pour permettre de voir ceux qui votent pour, ceux qui votent contre. Moi, je pense que l'autre élément, c'est l'élément de la sécurité. Et les caméras de surveillance sont là justement pour assurer la sécurité et savoir même ce qui aurait pu se passer. Moi, et vous allez voir que même lors des prochaines élections qui arrivent, il y aura des caméras de surveillance, surtout dans les zones sensibles. Voilà, et le journal La Nouvelle Expression, tout comme d'autres journaux qui revisitent les dépouillements, constatent que voilà, l'opposition qui a parlé de bulletin unique, mais aussi que dans certaines régions, le taux d'abstention a été un peu plus élevé, notamment le sud-ouest. Ça peut s'expliquer avec la situation. Mais Info Matin nous parle ce matin d'une CAM. Et là-bas, l'Info Matin nous dit comment Laurent Esso a joué du côté de Yabassi. Je crois que le titre de Info Matin m'a paru un peu surprenant, surtout quand on fait un grand zoom sur Laurent Esso, qui serait la personne qui a fait gagner dans le CAM, et qui a fait gagner le Vouri, qui a fait gagner à l'ouest, qui a fait gagner au nord et à l'extrême nord. Je crois que ça c'est un peu trop grossier, et surtout que nous savons que le CAM, c'est vrai, le CAM c'est des conseillers, pratiquement 95% sont de l'UPF, et c'est ces conseillers UPF qui ont voté pour le RDPC. Ça peut paraître surprenant, mais il faut regarder le travail qui a été fait par des natifs du CAM eux-mêmes. Le professeur Narcisse Molenkombi, qui est ministre des Arts et de la Culture, a fait un travail remarquable. Aurélien Soso, qui est recteur de l'une des meilleures universités du Cameroun, a fait un travail là-bas. C'est vrai, Laurent Esso est le coordonnateur des activités du RDPC dans le littoral. Mais pourquoi zoomer seulement dans le CAM? Pourquoi est-ce que ce n'est que dans le CAM qu'il a fait gagner? Moi, je crois que c'est un peu trop grossier. Et puis, lorsque vous lisez l'article, vous allez voir qu'à l'intérieur, le même journal Info Matin parle d'une victoire collective. Ce n'est plus Laurent Esso seul qui a fait gagner, c'est une victoire collective. Donc je dis, c'est vrai, on peut soutenir les personnalités que l'on veut, mais je crois qu'il faut éviter, surtout que Laurent Esso n'en a pas besoin. Laurent Esso, c'est une personnalité qui est d'ailleurs même présentée par Jeune Afrique de cette semaine comme le dauphin, comme le meilleur dauphin de Paul Biya. Donc il ne faudrait pas qu'on vienne le salir avec des petits trucs comme ce genre-là. Alors Camille, vous connaissez bien la zone, titré comme ça, comment Laurent Esso a joué à Yabassi, ça peut se comprendre? Non, de façon plus prosaïque. Ne cherchons pas des explications trop alambiquées. En réalité, il faut regarder le paysage politique d'une CAM, notamment d'une CAM Sud. Ceux qui ont la mémoire savent très bien que lors des dernières élections municipales, il y avait une liste RDPC qui était très très puissante. C'est la liste conduite par le maire, Kwedi Bataké Désiré, qui était le président de la section RDPC du CAM Sud. Et vous savez très bien qu'en face à lui, il y avait Nyamsi Martin, qui avait aussi sa propre liste, et il voulait absolument que il y a eu un problème de leadership entre ces deux grandes élites du CAM Sud. Or, face à la décision du comité central de n'investir qu'une liste panachée, mais avec Kwedi Bataké en haut, il y a eu une sorte de démission collective. Monsieur Martin, Nyamsi Martin, s'est arrangé à livrer carrément la majorité des conseillers à l'UMP, qui n'avait même pas un seul militant une semaine avant, à l'UPF, qui n'avait même pas un seul militant à Yabassi une semaine plus tôt. Ce qui fait que tous ceux qui ont gagné cette élection, les conseillers municipaux en réalité, c'était tous des militants du RDPC, qui d'un jour à l'autre sont devenus des militants de l'UPF.
Autre fait plus significatif et absolument risible, c'est que vous savez très bien que le maire de Yabassi lui-même, qui est le maire de cette ville de Yabassi, conduite par l'UPF, lui-même a fui l'UPF, il est parti rejoindre maintenant Meta Keremouna. On a des conseillers municipaux UPF qui sont abandonnés à eux-mêmes. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont pas retournés à la maison. Donc moi je dis que la victoire du RDPC dans le camp, c'était une victoire tout simplement presque logique finalement, selon vos explications. Logique. Alors, la nouvelle explosion nous parle ce matin aussi de crise anglophone qui s'enlise et surtout qui pourrait s'étendre puisque des sécessionnistes veulent se déporter à l'ouest. Nous dit le journal, et selon des sources concordantes, ceci menace de s'attaquer à Fongo-Tongo, qui, faut-il le rappeler, est la première localité après le Libyalem du côté de l'ouest quasiment. Il faut déjà reconnaître que l'ouest est la région frontalière non seulement du nord-ouest, mais également du sud-ouest. Et Fongo-Tongo, qui est dans la Maignoire, est pratiquement à un jet de pierre de Libyalem, qui est dans le sud-ouest. Donc, ça ne devrait pas surprendre que l'on pense que les sécessionnistes peuvent se déporter à l'ouest. C'est très facile. Donc, je crois que la nouvelle expression, ou alors la presse tout entière a fait bien ce travail de veille, ce travail d'éclaireur, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur les mesures de sécurité qui doivent être renforcées de part et d'autre. S'il n'y a pas qu'à l'ouest, rappelez-vous qu'il y a quelque temps, il y a eu des tentatives des sécessionnistes du côté de Douala, au niveau de la SCDP. Donc, à tous les niveaux, dans tout le pays, il faut rester en veille. Il faut que les forces de maintien de l'ordre évitent de nous présenter les visages que nous avons l'habitude de voir d'eux, ou sur les postes de contrôle. On voit des hommes en tenue qui sont en train de somnoler. Quand ils ne sont pas en train de somnoler, ils sont là tout simplement pour racketter les populations et les transporteurs. Donc qu'ils fassent le travail qu'on attend d'eux, c'est-à-dire sécuriser les hommes et les biens. La menace semble avoir été prise très au sérieux, puisque le journal nous renseigne que le gouverneur de la région de l'Ouest a fait envoyer le long de la frontière entre l'Ouest et le Nord-Ouest des forces de sécurité et des forces de défense. Question de parer à toute éventualité, Camille. Il faut d'abord commencer par décortiquer cette nouvelle. D'une part, on dit qu'il y a des sécessionnistes qui sont arrivés, qui ont menacé les gens et qui leur disent que si vous ne nous donnez pas des renseignements, nous allons venir vous brûler. Et d'autre part, des gens qui disent que non, c'est plutôt des coups de feu qu'on a entendus. Il faudrait d'abord faire la part des choses à ce niveau. Et le deux, je pense que les sécessionnistes, eux, ils ont leur propre pays qu'ils ont circonscrit. Leur ambazonie, c'est le sud-ouest et le nord-ouest. Maintenant, s'ils veulent mettre l'ouest là-dedans, je ne sais pas comment ils vont être reçus de ce côté-là. Bon, maintenant, moi, je pense beaucoup plus... Ça pourrait aussi expliquer la désorganisation, finalement, de ce groupe, ou de ces groupes. Je vous ai dit que nous sommes, et je le dis depuis longtemps, nous sommes face à un groupe qui lui-même, déjà étant décapité, est en train de se constituer de multiples bandes armées qui agissent de façon indépendante. C'est chacun qui cherche à frapper son coup pour maintenir la terreur. Il y a d'abord le premier élément de maintien de la terreur, c'est leur fameux Ambazonia TV qui balance des reportages saisissants, des reportages menaçants. Le dernier reportage dont on parle, c'est qu'ils ont décision, ils annoncent qu'ils vont kidnapper, comment il s'appelle, le leader anglophone là. Non, un leader anglophone qui était Arbor Bala, qui vont le kidnapper, qui vont l'emmener. Et c'est en train de circuler aussi bien dans les réseaux sociaux que dans les téléphones. Et cette Ambazonia TV est un élément de déstabilisation et de frayeur permanente sur les populations. Les populations sont toutes connectées à cette télévision-là. C'est une télévision de propagande qui diffuse toutes sortes de nouvelles effrayantes pour les populations. Maintenant, quand on dit... Je le disais entre parenthèses pour corroborer ou alors pour ajouter... Oui, moi je pense que tout ce cinéma qui est en train d'être fait aujourd'hui, soit avec des kidnappings, soit avec des enlèvements, soit avec des menaces, cela va dans la démarche du maintien, d'un maintien ambiant de terreur. On veut faire peur aux gens en disant que nous pouvons faire ça, nous pouvons faire ça. Mais quand on regarde en réalité ces bandes armées, moi, je pense que ces bandes armées sont face à un État organisé, à une armée organisée et bien armée. Moi,
quand on regarde ces gens-là qui ont des fusils de chasse et des machettes, et qui, à l'occasion d'un montage qu'ils ont fait pour démontrer qu'ils sont en train de parler, où on voit quelques Kalachnikov, ces gens ne sont véritablement pas armés. Ils sont en train, ce sont des bandes. Moi, je persiste à le croire, qui sont désorganisés, qui agissent chacun de son côté. Mais l'essentiel, c'est pour qu'il faut terroriser les gens, il faut faire croire à l'État qu'ils ont les moyens d'attaquer et de faire ce qu'ils veulent. Alors, deux autres sujets, rapidement pour sortir de ce numéro de la revue des Grandes Unes. Le retour de Paul Biya, relevé par le journal Cameroun Tribune ce matin, le quotidien de l'économie qui lui parle de ces chantiers chinois bloqués. Paul Biya de retour, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un retour aussi prompt. Oui, je crois qu'il faut s'attendre à des choses qui vont se passer, hein, parce que déjà, en son absence, beaucoup de choses se sont passées et on a été surpris que le chef d'État soit hors du pays au moment où d'importantes échéances politiques étaient en train de se passer, notamment les sénatoriales. Bon, il était de bon temps qu'il revienne. Il ne vote pas. Il n'est pas conseiller. Ce n'est pas un problème, mais il doit être là pour savoir comment ça se passe. Il ne doit pas vivre les sénatoriales à distance. Heureusement, il est revenu au moment même où la Commission nationale des recensements de vote est en train de se mettre sur pied. Et d'ici une quinzaine de jours, ce sera la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle qui venait également d'être créée. Et je crois qu'il faut féliciter pour une fois le chef de l'État qui a fait ce qu'on attend d'un chef de l'État. C'est-à-dire après une visite d'État, qu'il replie rapidement à l'arrière-garde, qu'il replie rapidement au bercail pour gérer la situation qui se pose, qui s'impose, et pour que le Cameroun ne soit pas ce genre de no man's land où chacun fait ce qu'il veut, parce qu'on dit toujours le chat parti, la souris danse. La souris danse. Alors, peut-être un mot rapide là-dessus, même comme sur le retour de Paul Biya, son retour prompt. Le retour rapide, mais c'est le moins qu'on pouvait attendre de lui. Il est allé pour une visite, une invitation du président chinois. Il est allé, il a discuté avec lui. Il devait avoir dans sa suite une cohorte d'hommes d'affaires. Ça n'a pas marché. Il est revenu. Bon, moi je pense que compte tenu de la situation sociopolitique, compte tenu de l'ambiance même sécuritaire, il est de bon ton qu'il revienne. C'est le moins qu'on pouvait attendre de lui. Et il ne pouvait plus se permettre une villégiature comme il le faisait quand il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Il est tout à fait normal qu'il rentre dans son pays. Et je ne vois pas pourquoi on doit trouver cela extraordinaire. C'est tout à fait normal. Et on termine avec ce sujet dans la nouvelle expression. Succession tourmentée, la famille Mouna au tribunal. Le journal nous fait savoir que c'est Amatoutou Mouna, l'ancienne ministre de la Culture, qui a esté en justice. Elle a porté plainte contre ses frères aînés pour détournement de la succession. Moi, je me surprends toujours que les grandes familles, les familles des grandes personnalités, et à la bord de celui-là, se retrouvent toujours dans la tourmente. C'était déjà le cas avec la famille Sopo-Priso, et c'était déjà le cas avec la famille Fadil Oumaro. C'est actuellement le cas avec la famille Mouna. Mais c'est un peu curieux. Peut-être demain, ce sera le cas des autres familles que je ne veux pas citer. Et nous savons, pourquoi pas. Il faut même oser. Il y a les Kaji des Fosso, qui sont des grandes familles, les Fosso Victor, qui sont des grandes familles, les Soé André, autres. J'espère qu'en tant que tel, ils devraient organiser leur succession pour que les choses se passent paisiblement et qu'on ne vive pas ce genre de spectacle qui viennent de nous être offerts par la famille Mouna. Mouna, commentaire rapide dessus, Camille. Non, vous savez, il y a un principe de loi qui dit que nul n'est censé rester dans l'indivision. C'est-à-dire qu'après la mort du père Tandem Mouna, peut-être que Amatoutou Mouna estime qu'elle veut sa part à elle, elle veut sortir de sa part et estime que... Parce qu'elle n'a pas encore eu sa part? Ben, on ne sait pas justement, parce que le seul fait d'ester en justice démontre qu'elle n'est pas tout à fait contente. Et moi, je dis que ce sont des choses absolument banales et normales dans les familles. Ce n'est là rien d'extraordinaire. Vous savez, les affaires de succession, on les trouve partout. Et si aujourd'hui, Madame Toutou-Mouna traite cette fois en justice, c'est peut-être parce qu'elle estime qu'elle est lésée dans la part qu'elle Mais ce qu'elle oublie, c'est qu'elle est entrée au gouvernement, ce n'était pas parce qu'elle est très forte. Il faut qu'elle se rappelle que c'est un héritage, même si c'est un héritage moral, pour qu'elle soit... Elle, ce qui l'intéresse, c'est l'héritage physique, matériel, auquel elle a droit. Allez, c'est terminé, messieurs. Merci d'être venu, Casimir, Camille. Merci à vous de nous avoir regardés. Prochain rendez-vous, ce sera demain. Nous serons là pour un autre numéro de la revue des Grandes Unes. Entre-temps, nous vous souhaitons une très belle suite des programmes sur Equinox Télévision.